Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Bienvenue au studio Métiers d'art, c'est Denis Martel aujourd'hui qui vous accueille. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Steve Wadowandik Gros-Louis. Bonjour, Steve. Coucou, Dan. Coucou, Steve. J'ai-tu bien dit ton nom? Parfaitement. Merveilleux. Ouais. Je suis vraiment content. Steve, tu es président de Tourisme Autochtone Québec. Tu es restaurateur, propriétaire d'Es-Égamité à Québec. Tu es aussi propriétaire de Raquettes et Artisanat Gros-Louis. Tu es copropriétaire de Raquettes et Artisanat Gros-Louis, c'est important de le préciser. Puis tu es aussi copropriétaire de l'atelier Onara. Donc, Steve, toi, je ne me suis pas trompé dans toute ma liste. Non, pas du tout. Parce que tu fais aussi. Moi, je suis quatre autres chapeaux administrateurs aussi, de l'Office du tourisme de Wendake, l'hôtel-musée, puis le musée, et aussi à la Commission de la capitale nationale ici à Québec. Tu es sur le CA de la exact, commission. pour m'impliquer au niveau de ma culture. Steve, j'ai l'impression que tu es un peu tombé dans la potion des métiers d'art quand tu étais petit. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es devenu un si grand promoteur de la culture des Premières Nations, notamment des métiers d'art? Écoute, mon nom en témoigne, parce que mon nom traditionnel chez nous veut dire « Il danse avec les célestes ». Et pourquoi? C'est que lors de mon jeune âge, le nom Wendat, bien souvent, va venir avec la personnalité qu'on a. Et lorsque mes parents sont aperçus que j'entendais le tambour à main ou le grand tambour, je m'activais la tête, je bougeais des pieds. Ils se demandent même si je n'ai pas appris à danser avant de marcher. Et donc là vient mon nom traditionnel. Fait que dès les premières captations de mon peuple, de chez nous, j'avais un intérêt, même sans le savoir, parce que je ne réalisais pas ce qui arrivait à ce moment-là. Et par la suite, ben, pour moi, ça a été qu'un coup de foudre. Plus que j'ai grandi, plus que j'ai vieilli. Les sages chez nous, qu'on appelle les personnes plus âgées, me partageaient leurs connaissances parce que j'avais un certain talent au niveau de la danse. Et vu que je représentais la communauté dans les écoles ou dans des festivals ou les powwows, ben j'avais le privilège d'avoir leurs échanges. Fait que de pouvoir jaser avec eux et de découvrir cette riche culture via nos traditions, puis nos danses, puis notre artisanat. Donc, c'est ça, ça semble, tout ça, bien évidemment, est imbriqué. C'est la danse qui t'a amené vers les métiers d'art. Oui, c'est la danse. Bien, il y a deux choses. Il faut savoir que mon père, en 59, avait ouvert avec ma mère Raquettes et Artisanat Gros-Louis. Donc, c'est sûr que j'ai grandi un peu en arrière d'une cache enregistreuse. Tu sais, les soirs et fins de semaine, on venait aider les parents à placer les mocassins, à placer les raquettes, même à mon jeune âge, à amener des raquettes dans une voiture d'un client. Fait que j'ai grandi commercialement. Mais te dire mon appréciation et vraiment, excusez l'anglicisme, me grounder là, avec ma culture est venu de la danse. Parce que lorsqu'on entend le tambour qui représente le battement du cœur, bien, à quelque part, on vibre à l'intérieur, puis on bat à ce rythme-là. Et pour moi, c'est comme je te disais tantôt, c'était dès le départ. C'est très, 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 encore une fois, imbriqué avec la vie spirituelle de vos traditions. Puis, des fois, on a un peu de mal à faire la distinction entre qu'est-ce qui est une pièce d'art et qu'est-ce qui est un objet sacré. Est-ce que j'ai raison d'avoir ce questionnement-là? Oui, tu as raison. Je te dirais, ce que je trouve dommage, par contre, tu sais, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde sur l'appropriation culturelle, souvent à la boutique chez nous, on a des gens qui voudraient acheter une paire de boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, puis ils vont se dire on a-tu le droit d'acheter ça parce que je voudrais pas passer pour. Tu comprends? Ça, c'est un mauvais réflexe. Parce que pour moi, c'est pas parce que je suis commerçant, mais lorsque je vois une dame qui porte une paire de boucles d'oreilles perlées ou un bijou, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça fait ressortir ces dames. Et à la fois, je trouverais ça malheureux que les gens n'osent pas les porter ou n'osent pas s'en procurer de peur d'appropriation culturelle. Fait que, par contre, il y a des choses qui ne se disent pas. Mettons, les gens vont te téléphoner, ils vont te dire « Tu me prêterais-tu ton costume, ton habit? » Le régalia. Le régalia, dans le fond. Le régalia qu'on dit de façon traditionnelle pour l'Halloween. Ça se fait pas. Tu sais, dans le fond, c'est que c'est pas un déguisement. Nous, c'est un habit régalia traditionnel qu'on porte
Et ça ne se fait pas. Mais par contre, le reste, je te dirais, là, on le distingue assez rapidement. Tu sais, aujourd'hui, j'en ai fait part, on regardera tout à l'heure ce que j'ai apporté par rapport aux choses que j'ai amenées, mais on le distingue assez facilement ce qui peut être fait ou pas fait, dans le fond. Mais en fait, allons-y, parlons-en des objets que tu nous as amenés. Puis si tu as j'aimerais ça qu'on la fasse, la distinction, dans tout ce que tu vas nous montrer, entre le sacré et l'objet d'art qui peut circuler, puis pour lequel on va retrouver dans le commerce, par exemple. Je te laisse commencer. Là. Il y a toutes sortes de choses. Je sais que tu as amené aussi un régalia, je pense que c'est celui de ta fille. Exact. Mais vas-y dans l'ordre que tu... Bien, écoute, il faut savoir que l'Huron-Wendat, on vient d'un système matriarcal. OK? Donc, pour nous, comparativement à la religion catholique, puis je ne veux pas partir de débat aujourd'hui, je te le dis, mais la femme n'est pas sortie de la côte de l'homme comme dans la Genèse. OK? Nous, c'est Hatensic qui est venu du ciel, du demi-ciel, excusez-moi, et qui est venu mettre la vie sur cette grande tortue-là. Et nous, on a le respect de la femme dans le sens que je dis toujours que quand rapidement, je vais expliquer aux gens, je vais dire, la femme, elle donne la vie. Donc, elle ne cherche pas la guerre. Elle ne veut pas enlever des vies. Donc, pourquoi que notre village allait si bien? C'est que les femmes le géraient et les hommes venaient le compléter avec les grands chefs ou les chefs pour discuter des décisions que les femmes avaient prises pour pouvoir aller plus loin comme peuple. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Je fais un peu honneur, je n'ai pas mon régalia avec moi, mais par contre, j'ai amené des choses qui représentent bien les objets, les régalias des femmes de chez nous. Aujourd'hui, c'est le costume à Deyawina que j'ai apporté. Donc, dans le fond, pourquoi j'ai pris celui de Deyawina, c'est que je veux qu'on voit un peu l'évolution, parce que sur photo, je montrerai par la suite l'évolution d'un costume. Donc, Deyawina, elle a 15 ans. Elle travaille avec un costume présentement beaucoup plus brut. Donc, on va voir de la pyrogravure, donc le cuir qui est brûlé. On voit des logos, on voit bien l'aigle qui est bien représenté, on voit bien tout le reste, mais quelques petites couleurs. Si on va aller, mettons, avec cela de ma fille, de mon épouse, on va voir que plus qu'ils vieillissent, plus qu'il va être perlé. Ça évolue. Oui, parce que le danseur ou la danseuse doit voir son costume. Et lorsqu'on fournit un premier costume ou un deuxième costume à une jeune fille ou à un garçon, bien, il n'est pas toujours en mesure dans son évolution de se le concevoir. Donc, on va lui fournir quelque chose de brut, puis par la suite, il va le faire évoluer. Quand tu dis « il doit voir », c'est « il doit le concevoir ». Je dirais même jusqu'à dire qu'il doit le rêver. Le rêver. Oui. Wow. Tu sais, je veux dire, moi, je te montrerai mon costume des années 80. Ça me trahit. Oui, exact. Mais bon. Et le costume que je porte aujourd'hui, bien, tu verras une grande évolution. La même chose pour ma peinture. Tu vas voir dans mon visage, je travaille énormément avec le rouge et le noir parce qu'autrefois, j'avais de quoi crier haut et fort que mon peuple existait encore. Aujourd'hui, des fois, je vais venir ramener un peu de blanc. Je vais enlever quelques couleurs. Tu sais, je me sens un peu plus sage ou plus... peut-être plus sage, je dirais ça, OK? Et puis, ça en témoigne un peu. Quand on regarde ici le bandeau, qui est un bandeau de type iroquoien. Donc, si on regarde, mettons, un bandeau qui va être algonquin, il va être complètement droit. Et lorsqu'on voit une couronne de cette façon-là, on sait que c'est un peuple iroquoien qui le porte. Donc, aujourd'hui, pourquoi j'ai apporté celui-là aussi, ça me fait toujours un peu rigoler, c'est que je ne suis pas vraiment un chanteur, je suis un danseur, je ne suis pas vraiment un artisan, même si je conçois beaucoup mon costume. Puis ça me faisait rire parce que cette fois-là, c'est moi qui avais perlé la tortue à mes filles. On était en train de préparer leur régalia, puis je m'étais amusé à ressortir mes vieux talents de l'école primaire et j'avais fait la grande tortue. Par contre, ce qu'on peut apercevoir, puis ça c'est très important parce qu'on avait échangé avant l'entrevue d'aujourd'hui, et lorsqu'on parle de métier qui est en train de se perdre ou de choses qu'on doit refaire revivre chez nous, c'est le tissage au poil d'orignal, donc qu'on voit aussi ici au niveau du bandeau. Donc, que ce soit sur ma redingote que je suis orné de poils d'orignal, c'est un métier qui est en train de se perdre et je sais qu'on travaille très fort dans la communauté présentement pour pouvoir les sages enseigner aux plus jeunes. Donc, puis je sais qu'on est en train justement de digitaliser ces savoir-faire-là pour pas qu'ils soient perdus parce qu'il y en a beaucoup de savoirs qui se sont perdus chez nous aujourd'hui. Une autre chose que j'ai apporté qui est très intéressant, c'est un autre aussi, quelque chose qui est en train de se perdre chez nous, c'est le tissage au poil de porc-épic. Là, ici, il n'y a pas de tissage, c'est vraiment représenté par les boucles d'oreilles. Donc, on a deux types de couleurs aux couleurs des quatre... Donc, c'est quoi la matière dans ce cas-là? Ici, c'est le poil de porc-épic. Ah, juste vraiment? ici, tu vois les petits bâtonnets qu'on voit ici, là, ça, c'est tout du poil de porc-épic, et avec les perles de vitre. Donc, puis on a deux modèles, donc un peu plus doux. J'avais apporté aussi aux couleurs des nations, donc les quatre couleurs de la OK.
Si on a fait la distinction entre le sacré et l'objet d'art maintenant, Oui. ça ici, moi je peux acheter ça à ma conjointe, là, ou même si j'en veux l'emporter, je peux. Oui. Alors que ça, on est peut-être dans un autre. Oui, là, on va à un autre niveau, exactement. Parfait. Tu sais, si on le porte, là, il va falloir être obligé de le justifier pourquoi on le porterait, mettons. Donc, on n'ira pas sur un bandeau, on n'ira pas sur un regalia, on va y aller par des objets, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, ornements, aucun problème. J'ai amené aussi un des exemples que l'homme ou la femme va porter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, unisexe, dans le fond, c'est que, vois-tu, moi, j'en porte un qui est beaucoup plus large, les ossements vont être beaucoup plus gros. Celui-là, c'est celui de ma fille, donc beaucoup plus étroit, beaucoup plus fin. Donc, vois-tu, à ce niveau-là, on sent encore la jeunesse dans ce qu'elle porte. C'est bien important parce que, comme je te dis, la femme chez nous, elle se purifie naturellement. Donc, à chaque lune, elle se purifie. Et c'est pour ça que quand on regarde les danses, on voit que la femme elle peut danser avec élégance. Elle peut rester droite et danser. Un homme doit venir vraiment se grounder avec la mère terre, donc il va être accroupi le plus près de la terre parce que lui ne se purifie pas naturellement, donc il doit incanter la mère terre et via Yosgea, le créateur. Ça, c'est bien important. Fait que souvent, lorsqu'on voit des danses, on voit, mettons, la femme qui regarde vers le ciel et l'homme qui est en train de remercier la mère terre, c'est toujours un balancement. C'est pas qu'ils ne sont pas synchro, au contraire. C'est que pendant l'homme remercie la mère terre, la femme est en train de remercier Yosgea et le contraire par la suite, et c'est un balancement tout le temps qui se fait à ce niveau-là. C'est fascinant. C'est quoi les grandes distinctions entre justement les objets qui vont être réservés aux hommes versus les objets qui vont être réservés aux femmes? Bien, je vous dirais, mis à part distinctivement la robe versus le regalia traditionnel, au niveau du mocassin, bien souvent, on va regarder le mocassin, il va être perlé, il va être de forme différente. Et aussi, est-ce qu'on va venir porter par-dessus? Par contre, il faut faire attention parce qu'autrefois, puis ça, je sais que les gens de chez nous, ils n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est vrai, les hommes étaient très flasheux. Donc, lorsque les premiers tissus sont arrivés, il y avait des couleurs flamboyantes qu'on n'avait pas, nous. Tu sais, on travaillait vraiment avec une teinture naturelle, donc bien souvent, ça sortait de couleur terre ou bourgogne. Et lorsque les premiers tissus sont arrivés, fleuris, flashants de l'Europe, les hommes s'y appropriaient rapidement. Est-ce que c'est... on fait référence, entre autres, aux fameuses couvertures Bédusson, ce genre de trucs-là? Oui, exactement. Les couvertures, les tissus pour les chemises. Justement, ma redingote de grand chef ou de chef ou de leader spirituel, on va voir qu'elle est, dans les années 1700-1800, elle va devenir en tissu noir. Puis là, on va venir mettre le poil d'orignal, le perlage, le cuir par-dessus. On va continuer à porter quand même le chaps, on va venir porter le pagne, mais on porte quand même le tissu par-dessus. Et on s'inspire aussi du côté militaire. Donc, tu sais, les grades militaires. Oui, donc, on va venir travailler un peu notre décoration à quelque chose de militaire. J'ai vu des danseurs lors du dernier Power sur le territoire de la nation Wendat qui avaient un régalia, je n'ose pas dire costume, Oui, c'est correct, il n'y a pas qui s'inspirait justement un peu des tuniques d'époque, ça se peut-tu? Oui, en effet. Il faut savoir, tu sais, puis souvent, on a à démystifier aussi dans notre histoire que les Hurons-Wendat ont été les premiers à accueillir le peuple français. Donc, lorsque Cartier est rentré à la baie de Beauport, ici sur le fleuve, on était installé là. À côté. Ben oui, puis on était avec Donnacona, le grand chef Donnacona. Donc, malgré qu'il y a eu des petits conflits entre les deux, puis ils vont le kidnapper, ce qui n'est pas écrit dans l'histoire générale du Canada. Donc, à un moment donné, tu sais, dans les discussions qu'il va y avoir, c'est qu'il y a de la place sur cette grande tortue-là et qu'on peut y vivre, tu sais. Par respect avec la nature et tout, mais donc, on a quand même eu une alliance rapide et pendant plusieurs centaines d'années avec les Français. Donc, c'est certain que l'influence qui arrivait de l'Europe versus nos coutumes, oui, on disait tantôt, on s'en parlait, fais-toi Wendat pour vivre ici, mais à la fois, au niveau de la mode puis au niveau de notre art, elle a été inspirée aussi ou mélangée ou mixée avec ce que les Français amenaient là, du côté de l'Europe. J'aimerais ça revenir sur un truc que tu as dit tantôt. Tu as parlé de la transmission du savoir auprès des jeunes au sein de la nation. Comment vous assurez ce point-là? Toi, je sais que comme ambassadeur de ta culture, oui, tu parles beaucoup à l'extérieur, aux autres nations, mais à l'intérieur même de votre nation, qu'est-ce qui est fait? C'est quoi
les actions qui sont mises en place pour s'assurer que ça va se maintenir et que vous allez perpétuer la tradition, Je te dirais la que connaissance? dans les années 80, ça m'inquiétait beaucoup. Dans les années 80, les jeunes jouaient aux jeux vidéo. Le Super NES et compagnie là, avaient pris le dessus sur les traditions. Par contre, aujourd'hui, au cœur de notre communauté, les jeunes sont beaucoup impliqués. Je te dirais, tu sais, moi, je regarde mes 3 enfants. Tu sais, Dewata a maintenant 23 ans, Kéara elle a 20 ans, Diyauna elle a 15 ans. Tu sais, ils ont grandi, ils étaient dans le Kitinagan de leur mère, Niva, dans le dos pour danser lorsqu'on faisait des apparitions publiques. Donc, eux, ils ont trempé dedans. Fait que je ne me baserai pas, si tu veux, sur, mettons, les jeunes qui gravitent autour du groupe Sandoka que je dirige. Mais mettons, si on regarde un peu plus loin, ce que j'aime beaucoup, c'est depuis 20 ans, on s'est réapproprié notre langue. Il y a une fierté, hein? Il y a une fierté à ça. Tu sais, maintenant, les jeunes, pour bonne ou mauvaise raison, veulent se faire appeler Wendat, ils veulent plus se faire appeler Huron. Moi, je dis toujours, non, attendez, il faut faire attention, appelons-nous Huron-Wendat, parce que dans le traité de Murray, c'est des Hurons, les territoires, c'est des Hurons, donc il ne faut pas oublier le mot Huron. Oui, je sais que c'est péjoratif à certains égards, mais gardons quand même le focus. Sauf que les jeunes veulent se faire appeler Wendat, sont fiers de leur langue, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent au niveau. Moi, je sais que mes enfants parlent plus le Wendat que moi. Tu sais, moi, j'ai appris la vieille langue, les significations par les anciens chez nous, mais eux, ils l'apprennent dans les classes qui se donnent chez nous. Tu en as parlé tantôt, tu as dit ça m'a ramené à mes cours au primaire. Donc, il y a l'enseignement de votre art. Oui, en effet, nous autres, j'ai un bel amour et respect que j'ai eu pour Louisette Gros-Louis, qui, justement, elle a vu un peu mon potentiel et m'a amené avec les plus vieux dans toutes les écoles du Québec autrefois, au primaire. Et c'est elle qui nous enseignait le perlage. Donc, puis le perlage est à la base de tout. Parce que quand on vient perler un régalia, lorsqu'on vient perler un accessoire, lorsqu'on perle notre bouclier, il y a une fierté à ça. Je veux dire, mon fils danse encore avec mon bouclier que j'ai perlé en 6e année, là. Donc, ça traverse les décennies, ça traverse le temps. Et ça nous rappelle, lorsqu'on perle et lorsqu'on échange sur notre peuple, bien, c'est comme un peu, je dirais, pour que les gens se figurent, c'est lorsqu'il y avait des clubs De courte-pointe? Oui, exactement. Ça, je pense depuis tantôt. Tu sais, vous êtes ensemble, vous êtes autour, donc nous, on est en cercle, on est en train de perler, puis on échange sur la vie, on échange sur notre partage de connaissances. Donc, moi, je trouve que c'est un moment de rapprochement. Exact. C'est fascinant. Bon, là, on parle d'objets. Ça, j'imagine que c'est des choses qui sont faites à l'atelier Onara. Aussi, c'est quoi l'ensemble de ce que vous faites à l'atelier Onara? Dans le fond, c'est que au départ, à Onara, il faut savoir que mon père, bon, je te disais, avait créé une compagnie en 59, mais mon grand-père, en 1939, avait un petit atelier qui chauffait dans un petit poêle à bois. Et il y avait des gens qui venaient faire de l'art, de l'artisanat et même du lassage dans ce petit atelier-là, tout dépendant de la saison. Moi, j'ai visité ça, ces ateliers-là, quand tu étais petit. Quand j'étais petit, oui. Et donc, chez nous, ma soeur Mireille, donc tu disais tantôt, j'étais copropriétaire, j'étais avec ma soeur Mireille, qu'on a repris les entreprises familiales. On a décidé de faire revivre cet atelier-là du grand-père. Et au départ, on a commencé par fabriquer des sacs à main, comme j'ai apporté ici aujourd'hui, des petits portefeuilles, des bracelets, tout ce qui est collier, capteur de rêve. Au départ, on se maintenait à ça. Et plus que les années ont augmenté, donc quand on est tombé, je te dirais, là, en 2006, 2007, 2008, il y a une fabrique chez nous qui s'appelle les Cuirs du Sceau qui ont fermé. Et avec Guy, qui était le propriétaire, on avait travaillé pendant une vingtaine d'années, au moins une quinzaine en tout cas, sur nos régalias pour qu'ils puissent les tailler, qu'ils puissent faire la matière brute. Puis après ça, nous, on partait avec ça. Et lorsqu'il a décidé de fermer, moi et Mireille, on s'est dit non, on ne peut pas aller là. Il ne faut pas laisser ça s'en aille. Fait qu'on a racheté cette compagnie-là, donc on l'a greffé à Onara. Et par le futur, avec, je te dirais même avant la pandémie et pendant la pandémie, on avait 2 fabricants, dont un Wendat, au niveau des ceintures de cuir, qui a fermé chez nous. On a fait l'acquisition justement de ces appareils-là pour continuer encore ces choses-là. Et aussi, ça faisait une 40aine d'années qu'on travaillait à ce que c'était une fabrique qu'on appelait chez nous Gantec, qui était à Loretteville, de l'autre côté du pont. C'était de 3 générations, 4 générations, cette compagnie-là, qui était établie dans un vieux poulailler. Et on a travaillé avec eux sur des modèles
beaucoup plus représentatif de chez nous, au niveau de la frange, au niveau de la frisure. Et avec eux, jusqu'à il y a, mettons, je te dirais, 2 ou 3 ans, ils ont décidé de fermer. Et nous, on a dit, c'est pas vrai qu'on va laisser tomber ça. Donc, t'as pas juste une mission de transmission, t'es aussi un gardien. Je m'en fais un devoir, Denis. Hein? Sincèrement, je m'en fais un devoir. Ça ne peut pas. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, il disait, je me demandais pourquoi vous fermez cette magnifique entreprise-là. Il me disait, ah, bien maintenant, on achète au Vietnam, on achète en Chine. Non, non, non. Les gens n'ont rien compris là-dedans. Il y a encore un moment, il y a encore de quoi pour une pièce de tradition et de fierté à travers ces pièces-là. Et nous, on s'est dit non. Fait que nous, on fabrique maintenant nos mitaines pour la boutique chez nous et on prend quelques clients pour être capable de pouvoir offrir, je te dirais, de l'ouvrage à l'année pour nos couturières et nos fabricants, nos tailleurs. Donc, valorisation des artisans, valorisation de la matière. Fait à la main. C'est fait à la main. On peut se les procurer où, tous ces éléments? À Wendake, chez Raquette et Artisanat Gros-Louis, sur le boulevard Bastien. Et évidemment, ben, quand les gens nous le demandent, on fait même visiter l'atelier. Donc, c'est possible pour les gens de voir que c'est fabriqué ici. Et on a toujours 1 ou 2 personnes à la hauteur du premier plancher dans la boutique qui sont en train de perler, qui sont en train de fabriquer, puis peuvent échanger aussi avec ces artisans-là. Quand on parle de métier d'art, on parle aussi de gastronomie. C'est un autre volet qui te caractérise. Tu es bien connu dans la région comme propriétaire des 2 Sagamité. De quelle façon, c'est quoi le rôle de la gastronomie, encore une fois, dans cet art, dans la capacité ou la transmission, encore une fois, de ta culture? J'adore ta question. Tantôt, je t'ai dit, j'ai grandi en arrière d'une caisse enregistreuse. Ça peut paraître bête pour des gens, mais tu sais, j'ai été impliqué rapidement dans le public. Et la chose que je m'étais rendu compte pour 2 raisons. En étant à la boutique chez mes parents et en allant danser toujours hors réserve, hors communauté. J'emploie le mot réserve parce que les gens se reconnaissent quand je dis réserve. Lorsqu'on parle de communauté, ils peuvent parler à un groupe, tandis que lorsqu'on parle d'un territoire, là, on dit réserve les gens, mais même si on n'aime pas ce mot-là, mais c'est un mot le qui, dire. de toute façon, qui est en train d'en perdre un peu son sens. utilisation. Exact, c'est plus qu'un endroit confiné avec des clôtures. Là, hein? Bon, d'accord. Donc, et là, à quelque part, je me disais, Colin, c'est plate, les gens viennent nous visiter, Là, c'est le rêveur qui parle, OK? Je me dis, ça serait le fun de pouvoir avoir des gens assis autour d'une table et on leur raconte nos histoires. C'était quoi l'histoire, la vraie histoire? Pas ceux qui avaient le pouvoir qui racontaient cette histoire-là. De faire, lors d'un anniversaire, un chant au tambour, de pouvoir offrir des danses. Et là m'est venue l'idée du Sagamité. Le premier Sagamité aurait dû voir le jour en 97 sur la rue Saint-Louis. Et par non-entente, on va dire ça avec les propriétaires, on n'avait pas acheté là finalement. Puis c'est ce qui fait la beauté de la vie des fois. On a dit non, finalement, le premier va voir le jour chez nous. Au cœur du territoire de la nation. Oui, tout près de la chute Kabir-Kouba, en face de la vieille église. On a ouvert un restaurant de 55 places qui a vu à m'emmener à 135 places, à 180 places et qui vient de voir le jour. Là, on vient d'ouvrir dernièrement depuis un mois à 340 places. 340 places. Ouais, c'est incroyable. J'ai pas encore eu la chance de là. À chaque fois qu'on se parle, je te dis que je vais y aller. venir faire un tour. Puis j'ai vu les photos, par contre, c'est comme une cathédrale naturelle. C'est incroyable. La vitre, c'est la... Sais-tu, Dan, ce que j'aime du Sagamité, puis lorsqu'on a passé au feu, hein, pourquoi qu'on a reconstruit, c'est qu'en 2018, décembre 2018, on a passé au feu. Et les témoignages ont démontré que ce que les gens appréciaient, c'est lorsqu'on a passé au feu, hey, est-ce que les totems sont encore là? Est-ce que les artefacts une fois qu'ils ont su qu'il n'y avait pas de blessés, puis de morts, évidemment, là, je veux que ça soit clair, les gens s'inquiétaient de... Parce que le Sagamité, je dis toujours aux gens, oui, ça porte l'acronyme restaurant parce qu'on offre de la nourriture, mais c'est au-delà de ça. C'est un partage de culture, c'est un partage de savoir et c'est un endroit où est-ce qu'on rassemble les gens. Puis tu m'avais dit, tu sais, c'est quoi, mettons, ta grande fierté d'une chose qui est maintenant encore aujourd'hui? Là, je n'ai pas la formulation de la phrase que tu m'avais demandé, mais je te dirais, pour moi, c'est Yatista. Yatista, communément appelé par les Québécois la potence, c'est un plat que j'ai créé en 99 parce que j'étais un danseur et il n'y a pas moyen... Attends, excuse-moi. C'est un plat issu de la tradition ou que tu as créé? C'est un plat que j'ai créé. Peux-tu nous le décrire? D'accord. C'est que il faut se rappeler notre ancienne matière de cuisson.
Donc, nous, on suspend nos viandes au-dessus d'un feu. Donc, on prend 3 tiges de bois, on installe un lacet de cuir. Évidemment, il fallait les changer parce qu'avec le feu, ça finissait par casser tout ça, ou une corde végétale. Et on installait notre pièce de nourriture en forme au-dessus du bois, au-dessus du feu, et on faisait cuire nos viandes. Donc, moi, en tant que danseur, je me disais, nos ancêtres ont toujours l'impression et ont toujours eu le désir de communiquer à travers les flammes avec Yosgia, le Créateur, ou les ancêtres. Et le feu rassemble tout le temps les gens dans un cercle autour de ce feu-là, que ce soit dans une maison longue, que ce soit à l'extérieur. Donc, pour moi, il n'y a pas meilleur moyen que de danser. Puis là, c'est pas cliché, là. Oubliez le côté hollywoodien qui danse autour d'un feu, puis là. Non. Mais il n'y a pas. Pour avoir dansé dans la vallée de la Jacques-Cartier, partout, puis il y avait un feu, un danseur est inspiré par les flammes. Et moi, je me disais, en tant que danseur, il faut qu'au Sagamité, lorsque je vais ouvrir, en 99, qu'il y ait la flamme, que ce soit qu'un moment. Et c'est là qu'on a créé Yatista. Yatista, chez nous, ça veut dire le feu qui est sacré pour nous. Et Yatista. Mais les gens avaient de la misère avec notre langue. Fait que, tu sais, fait que les gens, à un moment donné, eux, voyaient un bonhomme pendu, suspendu, donc ils ont commencé à dire une potence. La potence. Bon. Fait que pour nous, on dit Yatista et on met entre guillemets potence. Fait que, mais Yatista ne veut pas dire potence. C'est juste ça que je veux faire aujourd'hui comme lien. Et on flamme ces viandes à table et pendant l'espace de quelques secondes, on a ces flammes-là qui sont très symboliques. Oui, c'est spectaculaire, mais à la fois, c'est très symbolique. Et lorsqu'on savoureux aussi, moi. Oui, vraiment. Vu Et j'avais justement un représentant du consulat japonais qui est venu manger au Sagamité Vieux-Québec dernièrement. Et il me disait, eux, ils aiment les matières brutes. Et c'est ça qui est le fun avec Yatista, c'est que oui, on vient servir l'évolution de la cuisine d'aujourd'hui, des sauces, on va venir agrémenter de légumes, mais si on veut le manger brut, on laisse la cuisson à médium ou à médium saignant et on vient capter les viandes parce que cet hérisson de fonte-là est chauffé à 475 degrés. Donc, on enlève les viandes et on vient les manger. Et là, on vient manger du cerf, du wapiti, du bison. Et autrefois, on avait le caribou. Mais depuis une dizaine d'années, on s'est donné comme devoir d'arrêter d'acheter le caribou parce que le chartel va vraiment pas bien depuis une dizaine d'années. Et je vous dirais que dans les débuts des années 2000, on était le plus grand acheteur de caribou lorsque ça allait bien pour le caribou. Maintenant, on n'en sert plus. Mais elle porte encore le Yatista des Trois Panaches en mémoire justement quand même du caribou. Et c'est ça qui en fait ma fierté quand on échangeait là-dessus. Et je te dirais... Une autre grande fierté avec le Sagamité, c'est qu'après 411 ans de la création de Québec, il y a vu un restaurant Première Nation dans le Vieux-Québec. Et lorsque j'ai fixé le drapeau de la Nation chez nous sur la rue Saint-Louis en 2019, j'avais le cœur rempli de joie, mais de fierté. Tu sais, quand je te disais crier haut et fort on existe encore, j'aurais eu le goût de hurler sur la Saint-Louis, mais de joie. De dire, hey, on est là. C'est hautement symbolique en plus. Hein? Oui, c'était le premier restaurant Première Nation. En Haute-Ville. Et je trouve ça le fun. Puis il est encore ouvert parce que les gens me demandent souvent, vu que vous avez ouvert à Wendake, vous avez fermé Est-ce que Québec? l'autre a fermé? Non, c'est ça, on va Écoute, être ouvert. merci. Parce que c'est vraiment un apport à notre richesse culturelle. C'est fabuleux. Je sais que tu as la tradition de faire des chants pour différentes raisons, pour la fête des gens, entre autres. Au Sagamité, j'imagine, tu vois au Sagamité. Exact. Je suis encore tombé hier sur les médias sociaux sur une vidéo de quelqu'un qui avait la chance d'avoir un chant comme ça. Puis tu as amené avec toi aujourd'hui un instrument. En fait, je vais te laisser nous le présenter, puis tu vas nous faire une démonstration. OK. Il faut savoir qu'il y a 3 types de tambours dans notre peuple. OK. Il y a le tambour d'eau, qui est beaucoup plus cérémonial, qu'on utilise à l'intérieur des maisons longues. C'est un tambour qui est beaucoup plus petit. On a le tambour à la main qu'on utilise beaucoup lorsqu'on fait justement avec Sandoka des prestations. Et on a le grand tambour qu'on va utiliser pendant les powwows. Donc, on va être plusieurs à jouer. Ça, c'est les grands qu'il y a. Oui, qu'on va jouer à plusieurs autour. Donc, aujourd'hui, j'ai amené le tambour à la main. Comme je disais quand on a commencé ensemble au début de l'entrevue, Denis, c'est que je suis un danseur, je ne suis pas un chanteur, fait que vous excuserez ma voix. Mais aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire comme chant, je te dirais, c'est le chant que lorsque nos deux peuples se rencontraient. C'est le chant que j'ai travaillé beaucoup sur la conception du parcours lumineux de Honois Lumina chez nous. Qui court actuellement. Exact. Et c'est le chant que je les ai recommandé
pour que les gens partent et qu'ils le fredonnent dans leur tête. C'est ce qu'on appelle le Weno Yane Yanino chez nous, le chant de la réjouissance. OK, donc là, on va fermer certains micros, puis on va maintenant passer sur celui-ci. Weno Yane Yanino Hawea, Weno Yane Yanino Haweno Yane Ho Yanino Haweno Yane Yanino Weno Yane Ho Yanino Haweno Yane Yanino Weno Yane Yanino Hawea, Weno Yane Yanino Haweno Yane Ho Yanino Haweno Yane Yanino. Merci beaucoup, Steve. Je ne sais pas si les sons sont revenus, les micros sont revenus ici. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ce Tiaouin. Tiaouin, merci. Tiaouin. Je suis content que tu l'utilises. Tu sais, Tiaouin, on le traduit par un merci, mais c'est un merci respectueux. Je te dirais, Tiaouin, à toi, de me donner le privilège aujourd'hui de parler de ma nation, de ma culture, de toutes nos traditions. Je pense que je regarde vers l'avant, puis je souhaite mon souhait le plus cher, puis c'est que nos jeunes, des prochaines générations, marchent côte à côte dans ce grand sentier de la vie. Puis je pense que c'est par des gestes que tu me tends la main, souvent, Denis, pour pouvoir parler de notre culture. Donc, je te dis aussi, Tiaouin, merci respectueux. Ben, écoute, Tiaouin, partagé. Tiaouin aussi à Plénard et au Conseil des métiers d'art, parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui aussi. Donc, ça se déroule du 1er au 13 août. Venez voir ça. Encore une fois, Tiaouin, merci, Steve. Et venez nous voir dans nos communautés, partout au Québec. Les gens, des fois, sont gênés de venir découvrir cette culture-là. Puis au contraire, vous êtes toujours les bienvenus. Venez dans les communautés du Québec, venez à la rencontre des premiers peuples et des Wendat à Wendake. On y manquera pas, puis on va en profiter pour souhaiter une présence visible, importante à Plénard l'année prochaine pour la culture des Premières Nations. Ça va nous faire plaisir de venir si on a l'invitation. J'ai l'impression que l'invitation va venir. Ça marche. On est. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Donc, il y en a plein des capsules comme celle-là. Vous pouvez les écouter sur notre site web matière.ca. Vous pouvez les écouter sur notre chaîne YouTube. Donc, c'était Denis Martel qui était à la barre aujourd'hui. Puis, merci d'avoir été à l'écoute.